ABK Matin, l'interview. Bonjour Brice Diolaco et merci d'être des nôtres ce matin, surtout heureuse année 2025. Fifi, bonjour. Bonjour à Didier. Bonjour également à tous ceux qui nous écoutent. Bonne année à vous. Bonne année à toute l'équipe de production de cette émission. Merci. Je suis toujours ravi d'être devant des antennes d'ABK Radio pour éclairer la lanterne des citoyens camerounais sur certaines questions d'actualité bien précises. Merci de m'avoir invité. Nous sommes tout aussi heureux de vous avoir dans le cadre de ce programme et dans ce studio. Avec vous, on parlera d'une question de la plus haute importance. On s'intéresse au riz. C'est vrai que on assiste à de longues files d'attente pour ce qui est de l'achat du sac de kilogrammes de 50 de l'achat du sac de riz de 50 kilogrammes à 15 000 francs CFA. Mais des gens vont aussi s'intéresser à ces riz qui très souvent sont dits impropres à la consommation, qui se retrouvent dans nos commerces. Pour comprendre avec vous, parce qu'il faut le dire, vous êtes par ailleurs spécialiste de la logistique et transport, le processus de transport, de dédouanement et de contrôle, comment est-ce que ça se passe pour qu'on ait parfois du riz qui, bien que sorti du port, se retrouve être un riz impropre à la consommation? Brice Diolaco. Déjà, merci pour la grande question et la thématique. Le réel souci se trouve au niveau politique. Parce que, comme vous le savez bien, la procédure de dédouanement a 3 étapes. La conduite et la mise en douane de la marchandise, la déclaration en détail et puis l'enlèvement de la marchandise. Oui. Alors, dans le cas précis comme celui du riz, il y a ce qu'on appelle d'abord le pré-dédouanement, qui est l'ensemble des procédures et des étapes à franchir par un opérateur économique avant l'arrivée de la marchandise à la frontière. Et c'est généralement là où la situation se pose parce qu'au Cameroun, déjà, on a pris les mesures pour que le pré-dédouanement soit parfait. Dans le pré-dédouanement, qu'est-ce qu'on entend, particulièrement dans le cas du riz? Oui. Il faut d'abord une autorisation d'importation du riz, parce que ce n'est pas tout le monde qui importe le riz, parce que le riz est sujet à des autorisations. Et lorsque vous avez cette autorisation, vous procédez d'abord à la vérification et à l'inspection avant embarquement du riz. Et c'est à ce niveau-là qu'on vérifie si le riz que vous importez au niveau du territoire camerounais est propre à la consommation. Et qui fait ce travail? En principe, on doit avoir des autorités camerounaises qui se trouvent depuis le pays, qui doit exporter son riz vers le Cameroun. Dans le principe. Sauf qu'à ce niveau, l'État du Cameroun a sous-traité cette étape à plusieurs opérateurs économiques étrangers, plusieurs multinationales, parmi lesquelles, sans publicité, la SGS, Tour, Intertech et tout. Leur travail, c'est d'aller vérifier à partir des échantillons si le produit est bon, si le riz est bon et respecter la norme camerounaise. Parce qu'au Cameroun, nous avons notre propre norme. En plus de la norme ISO, il y a la norme NC élaborée par la norme. Et ce riz doit respecter cette norme-là avant que vous ne l'importez. C'est-à-dire, ils viennent au magasin, ils prennent les échantillons, ils s'en vont, ils testent, ils vérifient si ça respecte à ce que la norme leur a dit. Parce qu'en réalité, ce sont des partenaires contractuels de la norme qui se trouvent déjà à l'extérieur puisque la norme ne peut pas être partout. Et là, à ce niveau, quand ils ont déjà fini et vérifié la qualité, qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent ce qu'on appelle une attestation de conformité sur le riz à importer. Et lorsqu'ils ont dressé l'attestation de conformité sur le riz à importer, vous retournez dans le site de la norme au Cameroun et la norme vous dresse ce qu'on appelle l'attestation de conformité sur ce riz à importer. Et à ce moment, vous pouvez décider donc d'exporter ce riz au Cameroun. Là, la première barrière de vérification est claire. Mais qu'est-ce qui prouve que le riz qui sera par la suite exporté est un riz qui correspond à l'échantillon qui a été validé? Parce qu'il pourrait avoir des échantillons qui sont validés et après, au moment de l'exportation du produit vers le Cameroun, il y a des sacs qui viennent de nulle part, qui se retrouvent dans le circuit. En principe, une fois le riz, il y a aussi la bonne foi. Il y a aussi la bonne foi du producteur du riz. On compte aussi souvent sur cette bonne foi-là. Qu'en réalité, ce qu'il nous présente à inspecter est réellement ce qu'il doit exporter au Cameroun. Mais alors, une fois arrivé sur le territoire camerounais, il est possible de faire des contre-analyses, des contre-expertises pour que le riz qui doit être vendu ou que le riz qui est importé sous la bannière de certains documents acquis avant l'importation soit réellement ce qu'on nous a présenté comme étant le produit à vendre. Ça, il y a des méthodes pour le faire.
Et l'ANO également a contracté des laboratoires sur le plan national pour l'aider à faire. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est l'ANO qui est chargé de contrôler la qualité. Mais l'ANO, malheureusement, n'a pas encore de laboratoire. N'a pas de laboratoire sur le territoire camerounais. Par conséquent, il sous-traite cette procédure de vérification de ce riz-là à ses partenaires qui sont généralement les étrangers. Malheureusement, on ne peut même sur le territoire camerounais. Voilà. Et ce qui a... Oui, même sur le territoire camerounais, bien sûr. Il y a le laboratoire Pasteur et bien d'autres qui sont les partenaires de l'ANO dans l'analyse. Sauf que, pourquoi on retrouve souvent le riz aussi de mauvaise qualité sur le territoire? Ça peut être aussi que l'opérateur économique, c'est-à-dire l'exportateur ailleurs, a pu infiltrer certains riz. Parce que comme vous savez, le riz vient souvent en vrac. Ça vient généralement en conventionnel, ce qu'on appelle la procédure conventionnelle. Ça directement pour contrôler devient un peu compliqué. Vous voyez, quand c'est dans les sacs, il est peut-être facile, une fois arrivé au territoire camerounais, de passer. Mais aussi, il y a la contrebande que nous devons combattre tous. La contrebande, c'est quoi? C'est le fait de faire passer une marchandise à la frontière sans respecter le cordon douanier. C'est-à-dire, les gens ne dédouanent pas la marchandise normalement. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les différentes procédures qui concourent à l'enlèvement total de la marchandise. Ils font ce qu'on appelle la contrebande. Par conséquent, si le riz là arrive, ils n'ont pas de documents, n'ont pas subi une vérification, n'ont pas subi un dédouanement normal. Et voilà comment est-ce que... Mais nous avons très souvent des postes de douane aux différentes frontières du Cameroun avec d'autres pays. Comment ça pourrait s'expliquer que cela puisse échapper à ceux-là qui sont pourtant chargés au cas où les produits ne passeraient pas par voie maritime pour être dédouanés, contrôlés à partir des ports, de contrôler à partir des voies terrestres? Comment est-ce que ça leur échappe? Vous savez, il y a, comme je dis, la contrebande n'a pas d'amis. Mais aussi, il faut avouer qu'on peut avoir certains fonctionnaires de douane qui ne sont pas aussi de bonne moralité. Parce que là aussi, c'est très compliqué. Mais le réel souci ici aussi, c'est que l'ANO n'a pas encore de laboratoire capable d'analyser chaque échantillon prélevé au niveau de la frontière. Et faire confiance à ses partenaires. Donc, rappelons aussi qu'il peut y avoir des fonctionnaires de douane qui ne sont pas vraiment de très très bonne moralité. Ça, c'est un fait. Rappelons aussi qu'il peut y avoir des opérateurs économiques qui utilisent, qui infiltrent même du riz de seconde qualité qui n'est pas celui qui est mentionné dans la documentation. Mais à qui appartient la responsabilité de contrôler tout cela? Parce que une fois sur place au Cameroun, en principe, chaque sac devrait être contrôlé et chaque riz qui entre devrait être contrôlé. Et ne pas le faire aujourd'hui, c'est un manquement grave parce que c'est un riz qui sera destiné à être vendu dans les commerces et consommé par les Camerounais. La responsabilité est partagée à des différents échelons. Il y a des différents niveaux de contrôle. Je rappelle encore que la responsabilité de contrôler la qualité de produits relève de l'ANOR, de l'Agence des normes et de la qualité, qui a sous-traité à plusieurs partenaires. Ça peut arriver aussi que ces partenaires ne font pas un très bon travail. Ça aussi, ça arrive régulièrement. Ça peut aussi arriver que la responsabilité relève de l'importateur qui a fait venir le riz, parce qu'en réalité, certaines personnes, pour des besoins de bénéfices, sont capables d'injecter des produits de seconde qualité, outre que ce qu'elles ont prévu importer et ce qui est mentionné sur le papier. Là, c'est un niveau de responsabilité. Et l'autre niveau de responsabilité, c'est aussi au niveau du cordon douanier. Ça, il faut l'avouer. Tous ne sont pas des chrétiens, tous ne sont pas des musulmans. Il y a des personnes qui ont des moralités qui ne sont pas très très bonnes et qui peuvent peut-être sous le coup des biais de quelques liquidités et faciliter peut-être l'accès à un riz de mauvaise qualité. Aussi, il faut avouer que avec les méthodes développées aujourd'hui par la douane ainsi que les autres partenaires qui sont dans la chaîne de dédouanement, il est possible d'avoir un riz de bonne qualité sur le territoire camerounais. Seulement, lorsque ça arrive, ces riz ont des dates bien précises pour être écoulés sur le territoire camerounais. Et quand dépasser cette date, le riz n'est pas encore écoulé, il est possible que certaines personnes font ce que vous avez vu ensemble à Yaoundé, c'est-à-dire qu'ils prennent du riz déjà périmé, ils reconditionnent, ils mélangent, ils réétiquettent de telle manière qu'un riz qui se présente sur le marché
à l'air, c'est-à-dire physiquement à la qualité d'un bon riz, mais de façon intrinsèque, c'est plus propre à la consommation. Oui. Donc vous voyez, lorsqu'on analyse la chaîne du commerce extérieur et même du commerce intérieur, on se rend à l'évidence que les responsabilités peuvent se situer à plusieurs niveaux. Et dans ces cas, quelles sont les sanctions qui sont généralement appliquées lorsqu'on a peut-être des importateurs véreux qui choisissent de faire du reconditionnement, ces mélanges dont vous faites allusion, à quoi est-ce qu'ils s'exposent? Il s'expose d'abord au premier niveau, le retrait de l'agrément d'importation, oui. Le retrait de l'autorisation d'importation, le retrait du décret d'homologation. Ça, c'est le premier niveau. Et au deuxième niveau, il peut être frappé par les amendes. Les amendes qui vont, surtout lorsque vous passez par la contrebande, les amendes qui vont presque à 200% de la valeur de la marchandise que vous avez importée. Tout ça, cet arsenal juridique qui punit est bel et bien prévu dans le code des douanes CEMAC, ce que nous enseignons régulièrement, c'est prévu dans le code des douanes CEMAC. Sauf que aussi ce qu'il faut dénoncer, c'est que parfois, avec soit la corruption peut-être de certains agents bien positionnés, l'élément de fraude n'est pas régulièrement constaté. Hein. Oui. Et même quand les éléments de fraude sont constatés, le procès verbal de constatation de fraude n'est pas souvent régulièrement rédigé. Hein. Oui. Ce qui favorise, qui encourage aussi certaines personnes aussi véreuses qui importent les marchandises qui ne sont pas propres à la consommation. Donc le nœud gaulgien relève au niveau du respect de la réglementation douanière. Est-ce qu'à date, vous avez vu quelques importateurs véreux qui ont été frappés? Parce que jusqu'ici, on n'a pas l'impression que malgré le fait que la pratique soit permanente, qu'il y ait des personnes qui aient été inquiétées. On n'a pas cette impression. Oui, il y en a, mais pas particulièrement dans le cadre du riz. Parce qu'en ce qui concerne le riz, moi-même j'ai cherché à savoir quel a été le sort réservé à ces personnes qui ont vendu du riz de mauvaise qualité sur le territoire camerounais. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas su quel est le sort qui leur a été relevé. Et c'est ça le dommage. C'est ça le dommage. Parce que comme vous savez bien, nous on a un système, on a hérité d'un système aujourd'hui qui est gangréné par la corruption de la base jusqu'au sommet. Et c'est ça, régulièrement, que certains disent que ça tient ce système debout. Parce que lorsqu'il n'y a pas la sanction, lorsqu'il n'y a pas des mesures coercitives, les mesures capables d'empêcher la fraude ainsi que d'autres infractions qui peuvent concourir ou alors donc contribuer à la mauvaise alimentation du citoyen, il est possible que ces différentes pratiques continuent. Donc, je dirais tout simplement que, à ma connaissance, pour certains types de marchandises, moi, j'ai souvent constaté... Quel type de marchandises, par exemple? Par exemple... On a vu parfois des médicaments, qui ont été saisis et détruits, mais difficilement, on a vu du riz être détruit en mondovision avec des images et des vidéos à l'appui. Ça n'arrive pas très souvent. C'est le véritable drame. Oui. Les médicaments sont combattus très régulièrement. Les importateurs frauduleux de médicaments sont combattus très. Mais en ce qui concerne les denrées de première nécessité, pourquoi il y a donc du deux poids deux mesures selon vous? Aussi savoir qu'il y a aussi ceux, par exemple, qui importent les médicaments de très bonne qualité et propres à la consommation, mènent un syndicat et des actions syndicales aussi élevées qui contraint même le gouvernement à protéger leur secteur d'activité. Comparé certainement à certaines personnes qui exercent dans certains secteurs comme l'importation du riz, aussi qui sont un peu ce qu'on dit de façon triviale, chacun se cherche, c'est-à-dire si aujourd'hui vous êtes mouillé dans le dossier géré comme vous pouvez gérer, le lendemain c'est à tour de rôle et coup. Donc surtout l'action syndicale n'est pas menée au plus haut niveau. Donc si on vous comprend bien, ceux qui importent par exemple le riz de bonne qualité ne sont pas constitués en syndicat pour combattre ceux qui pourraient importer par exemple le riz ou d'autres denrées de mauvaise qualité. C'est une réalité pure, c'est une réalité. Un tout petit peu du sauve-qui-peut, des actions individuelles. Exactement. Ils n'agissent pas de façon collective et ils n'agissent pas de façon forte. Concerté, et du coup, on est obligé, par moment, on se pose la question si, par exemple, cette pratique-là n'est pas aussi consentante et concertée. Peut-être parce que la plupart aussi ne se retrouvent pas en train d'exercer dans les règles de l'art. Est-ce que c'est pas parce que tous se sont finalement dans ce qu'on pourrait considérer comme étant du faux?
qu'il n'y a pas intérêt à se constituer en syndicat? Non, il y en a qui font de très bonnes importations. Oui. Je suis un homme du terrain et je dédouane régulièrement les marchandises. Il y en a qui font de très bonnes importations, qui respectent ce qu'on appelle le PKI, le programme d'évaluation de la conformité des marchandises avant embarquement, qui vérifient très bien leurs marchandises avant embarquement, et une fois arrivés ici, ils n'ont pas à se discuter là en termes de qualité. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y en a qui sont champions de ces genres de la contrebande et de la contrefaçon. Parce que, plus pire encore, il y en a au-delà même de la mauvaise qualité, il y en a qui reconditionnent même le riz et mettent même le nom d'un producteur qui n'est pas celui qui a produit son riz. Ça, c'est de la contrefaçon. Et moi, je dis toujours avec beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence que c'est à l'État de prendre les mesures pour protéger les consommateurs. Qu'est-ce que l'État pourrait faire de façon concrète? Quelles sont les propositions qui sont les vôtres pour permettre de résoudre ce problème, juguler ce phénomène de contrebande, contrefaçon? Qu'est-ce qui peut être fait? Premier niveau, doter un organe aussi important comme l'Agence des normes de la qualité, des laboratoires de qualité, digne à ce nom, capable de leur permettre de faire des contre-expertises sur certaines marchandises bien précises et en l'occurrence des biens de consommation. À partir du port, lorsqu'ils arrivent, Exactement, à partir du port, lorsque cette marchandise arrive, qu'on possède à une contre-expertise. Et même si ça va prendre du temps, non seulement une contre-expertise, mais généralement au niveau de la procédure, nous proposons également qu'ils augmentent le délai de franchise. Parce que la franchise douanière aujourd'hui prévue est de 11 jours à la frontière, et particulièrement au port autonome de Douala. Et vous voyez que lorsqu'un riz arrive, et s'il va falloir par exemple prendre plus de 11 jours pour faire une contre-expertise, il est possible que vous tombez dans le stationnement, les surestaries et bien d'autres pénalités liées au séjour supplémentaire de la marchandise dans l'espace portuaire. Donc là aussi, il faut élargir le délai de franchise. Avoir les laboratoires, élargir le délai de franchise et réprimer sévèrement les acteurs de ces pratiques. Parce que même si vous mettez, on connaît la mentalité de certains Camerounais à un gain effréné. Même si vous mettez un arsenal, même si vous mettez des barrières techniques comme les laboratoires et bien d'autres, et que vous n'appliquez rigoureusement pas des mesures de sanction, des mesures de coercition, il sera difficile de contraindre certaines personnes qui sont aussi véreuses de respecter des barrières techniques. Ça, c'est clair. Un monde où il n'y a pas de punition, où l'impunité règne, est un monde dangereux et où les citoyens qui y habitent sont en parfaite insécurité. Et c'est ce qui arrive. Avec le port autonome de Douala, on va noter qu'il y a des avancées, même si notre port peine encore à occuper les rangs de ce qu'on aurait espéré. Il y a quand même des avancées fortes, vous qui faites des tours de façon permanente au port autonome de Douala et même au port autonome de Kribi. Oui, il y a des avancées. Il faut avouer qu'on a enregistré des avancées aussi considérables, mais qui sont encore très très insuffisantes. Parce que là, lorsqu'on fait le classement des ports, tel que la Banque mondiale a fait en 2023, vous ne voyez pas le port autonome de Douala se positionner au top niveau, comparé aux ports de l'Asie du Sud-Est, comme par exemple Singapour et bien d'autres qui sont positionnés au top niveau, comparé aux ports par exemple... Qu'est-ce que vous mettez dans le top niveau, monsieur Brice Djolako? La classe des 5, le cercle fermé des 5. Et pourtant, nous recevons les marchandises et pourtant, il y a les flux de marchandises. Le réel souci qui se pose à ce niveau, particulièrement au Cameroun, c'est quoi? C'est le séjour. C'est le délai de séjour des marchandises. Quand le navire accoste, il est possible que ce navire passe plus de temps que prévu pour être chargé, pour être déchargé et ensuite chargé. Et c'est ça le critère essentiel dans le classement des ports. La gestion des flux de navires. Lorsqu'un navire accoste, par exemple, et fait 1 mois ou alors 3 semaines pour être chargé et en plus déchargé, il est possible que vous soyez mal noté par la Banque mondiale. À quoi est dû ces différents retards enregistrés, soit dans le chargement ou le déchargement des différents produits? Les questions de procédure, Fifi, questions de procédure.
la conduite. Mais on parle désormais de la digitalisation au port autonome de Douala. Oui, ça aussi. Ça ne résout pas encore le problème de ces lenteurs. Ça aussi, on a connu des avancées. Et c'est à ce moment que je félicite un organe, par exemple, le Conseil national des chargeurs du Cameroun. Oui. C'est à ce moment que je félicite un organe, par exemple, comme le guichet unique des opérations du commerce extérieur, qui a reçu pour mission de procéder à une dématérialisation des procédures de dédouanement. Oui. Non seulement au port autonome de Douala, mais à toute la frontière, mais particulièrement au port autonome de Douala. Je félicite ces organes parce qu'ils font du très bon boulot. Seulement, ce n'est pas encore suffisant. La dématérialisation est presque là. Oui. Parce que là, on a également, vous pouvez déjà faire des procédures de dédouanement en ligne. Oui. Vous faites des procédures, vous payez des droits de douane même par mobile, par les canaux électroniques de paiement. Tout à fait, oui. Et vous partez simplement, vous faites l'enlèvement. Là, c'est effectif. Mais la dématérialisation est bloquée à un niveau, à un point précis. Lequel? Depuis plus de 20 ans, le Cameroun ne parvient pas à résoudre. Lequel? Le réel problème là, c'est le problème du débit. Le débit Internet est extrêmement faible. Oui. Je dis extrêmement faible. Et du coup, dans une plateforme comme la plateforme e-Force du guichet unique des opérations en commerce extérieur, où tous les acteurs se retrouvent de façon électronique, c'est-à-dire vous avez le CNTC, vous avez les CAD, l'opérateur économique, vous avez les aconniers et tout qui exercent tous dans une même plateforme, il est difficile, par défaut de connexion Internet, que l'opération soit effectuée rapidement. Oui. Donc, c'est le problème de connexion Internet qui bloque la dématérialisation au Cameroun. Par moment, vous avez une facture à payer. Vous avez une facture à payer. Mais on vous dit, il n'y a pas la connexion Internet pour émettre la facture. Ça devient compliqué, vous savez, parce que l'information est interconnectée. Lorsqu'une telle opération est effectuée, l'organe en charge, c'est-à-dire l'acteur de la chaîne de dédouanement en charge, distribue l'information pour que chaque acteur ait une copie. Pendant ce temps, s'il n'y a pas la connexion Internet, il sera difficile. Vous êtes bloqué, vous ne recevez pas la copie par devant vous, alors la procédure est freinée et pendant ce temps, l'opérateur économique attend. Oui. Et ça augmente donc le délai de séjour des marchandises. Moi, je vous prends par exemple le cas de... Donc, si le problème de connexion est réglé, ça peut permettre qu'on n'enregistre plus ces retards dans les embarquements. C'est tout à fait normal. Il y a là aussi un souci. Chargement, ça va résoudre le problème. Il y a aussi les problèmes de prestataires. Oui. Il y a aussi les problèmes. Parce que là aussi, vous savez très bien, le matériel, c'est actuellement que le port autonome de Douala commence déjà à avoir ses propres matériels de travail, c'est-à-dire les grues portières. Oui, c'est à saluer. Parce qu'il y a une autonomisation, on n'a plus besoin de solliciter on les appelle souvent comment? Des prestataires externes. Des prestataires externes. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça prend suffisamment. Mais on aurait souhaité que ça se passe plus vite parce qu'eux, ils ont un budget conséquent. Donc, il y a un problème de prestations. Les prestations aussi ne sont pas aussi tellement rapides. Vous voyez, lorsque vous arrivez par exemple dans un port comme le port d'Abidjan, mais en quelques heures, on vous décharge toute une cargaison. C'est-à-dire une cargaison, c'est-à-dire l'ensemble des marchandises embarquées par un avion. En quelques heures, on vous débarque. Les machines sont de très haute qualité, ils ont des portiques, ils ont des grues porte-conteneurs et bien tout. Le flux de prestations est rapide. C'est-à-dire, en même temps, le navire accoste, les navires décollent, ainsi de suite. Et vous voyez comment la fluidité des transactions est claire. C'est clair, vous n'avez pas de temps à perdre pour votre marchandise. Vous comprenez un peu? Mais ici, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Et lorsque la fluidité aussi dépend du débit Internet. Parce que lorsqu'on dématérialise, il faut tout envoyer les informations de façon électronique. Et si vous n'avez pas la connexion Internet, quand tel acteur a déjà fini son travail, il faut qu'il envoie le message à un autre acteur pour que le relais puisse être suivi. Mais si il n'y a pas la connexion Internet, pour avoir accès à cette information, vous serez bloqué. Ça dit qu'il peut y avoir possibilité même d'avoir des prestataires, des manutentionnaires et bien d'autres, des aconniers et bien d'autres. Mais si l'aconnier qui a fini son travail de déchargement du navire n'envoie pas le message aux autres acteurs, envoie le message aux autres acteurs et qui ne reçoit pas vite, ou alors n'a pas la connexion, le débit Internet suffisant pour envoyer le message aux autres acteurs, le navire va être stationné. Pendant ce temps, toi, l'importateur,
tu ne sauras pas que ta marchandise a été déchargée et tu ne vas pas entamer la procédure du douanement proprement dit. Donc le tout est résidé au niveau du débit Internet. Et c'est la raison pour laquelle les grands ports, par exemple comme ceux du Maroc, port de Tanger, sont tellement... Parce qu'ils n'ont pas mis la charrue avant les bœufs. Pour sortir, oui. Oui, ils ont compris réellement que nous sommes passés à une étape de digitalisation et il faut d'abord avoir un débit Internet extrêmement élevé avant même de passer à l'achat du matériel. Oui. C'est ça. Parce que le port de Tanger ou le port d'Abidjan n'a pas commencé par l'achat du matériel. Donc, commencé d'abord par doter l'espace portuaire d'un débit Internet extrêmement élevé et acheter maintenant le matériel pour procéder à des opérations de manutention et bien d'autres activités qui concourent à faciliter le flux entrant et sortant des marchandises. Donc, au Cameroun, nous sommes encore bloqués à ce niveau. Vous savez, il est difficile aujourd'hui pour vous qui avez une application capable de traquer un navire. C'est difficile de traquer facilement un navire, c'est-à-dire savoir quelle est sa position. Et pourtant, vous avez l'application. Ça veut dire que, et pourtant, une étape de la dématérialisation a été implémentée. Mais lorsque vous n'avez pas la connexion, vous allez traquer le navire comment? Ça, c'est un problème auquel fait face de nombreuses entreprises. Voilà. C'est pas que le port autonome de Douala qui connaît cette réalité. Nous également, nous nous retrouvons dans ce type de situation de façon permanente, Monsieur Brice Diolako. Pourtant, on nous a parlé d'une connexion qui viendrait du Brésil, le cadre sous-marin. Aujourd'hui, de temps en temps, il est rongé par les poissons dans l'eau et nous nous retrouvons en train d'être complètement coupés du réseau Internet parce que il y a eu des poissons qui ont choisi de ronger notre fibre optique depuis les eaux. Merci Brice Diolako d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin ce jour. Merci bien Fifi, merci de m'avoir invité. Brice Diolako qui parlait plus de riz que de MRC ce matin, en compagnie du Sidonie Fekak. Des questions techniques, toujours bon à savoir, tout ça. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.